bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui. Et je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus, sur le plan Esther aux États-Unis. Donc, dites-moi un peu dans le chat, je vais prendre la température de ceux qui en ont entendu parler ou pas, parce que je suis plutôt curieux, et pour tout vous dire, je n'en avais pas entendu parler. Même en suivant le dossier le plus attentivement que je puisse, j'avais pas entendu parler de ça. Et je voulais vous en parler, j'ai découvert ça dans la presse suisse, très exactement, le plan Esther qui est suivi par Donald Trump et son entourage. Je trouve ça assez dingo. Je vais vous montrer. Ta, 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 ta. Voilà, c'est tout là. Je vais vous lire. Il y a toutes les infos ici sur cette colonne-là. Donc je prends dans le chat Rick Stasi qui dit non, Gossipium01 non, Dimcop connaît pas, Mazet voilà Mumei 57 non, non, non. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui est au courant. Et justement, je voulais absolument vous en parler parce que ça m'a saisi et je ne savais pas en fait que ce sionisme qui existe aujourd'hui au niveau du pouvoir américain et qui se transforme petit à petit en une chasse aux Palestiniens, je ne savais pas que tout ça avait été organisé, presque, on a presque légiféré au niveau de l'état-major américain là-dessus. Donc ça a été publié dans Le Temps, qui est l'équivalent du Monde en Suisse, et sauf erreur de ma part, je n'ai jamais entendu parler de ça ces dernières semaines dans la presse française. Donc cet article s'appelle « Un plan pour cibler les pro-palestiniens », donc c'est dans la presse suisse, dans le numéro du 15 avril 2025, si vous voulez creuser. Et on apprend, je vous lis, ce plan Esther a été élaboré par le groupe de réflexion ultra-conservateur Heritage Foundation. Le projet Esther sert, comme le projet 2025, de feuille de route à l'administration Trump. Plus de 300 visas d'étudiants militants ont déjà été révoqués. Les universités sont aussi dans le collimateur. Alors, on le savait, beaucoup d'universités sont dans le viseur de Donald Trump. Harvard est monté au créneau d'ailleurs il y a quelques jours. Trump s'est mobilisé contre notamment la présence de militants, enfin en tout cas d'étudiants qui soutiennent la cause palestinienne. Et pour Trump, ça a été un des motifs de s'en prendre aux universités, notamment au niveau des financements. Mais le pourquoi du comment, il est plutôt à chercher sur ça, sur ce militantisme estudiantin qui existe pour défendre la Palestine dans des universités américaines. Je vais vous lire ce que nous dit Le Temps, sous la plume de Stéphane Bussard, journaliste. Comme je l'ai dit, Le Temps, c'est pas la gazette du chat qui pète, c'est quand même c'est sérieux. Tu vois. Je vous lis ce qu'est le projet Esther. Le projet Esther ne sort pas de nulle part et sa rédaction a été renforcée après les atroces attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 qui ont fait 1200 morts. Alors que Donald Trump n'était pas encore de retour à la Maison-Blanche, des groupes pro-Israël menés par des évangéliques ont fait le gros du travail de préparation et ont été aidés par une task force nationale mise en place pour combattre l'antisémitisme et dont certains membres sont rangés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Parmi les coprésidents de la task force, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La traque aux militants pro-palestiniens s'étend à près de 60 universités américaines. L'administration Trump a récemment annoncé qu'elle suspendait des subventions de 210 millions de dollars destinées à l'université de Princeton, où une enquête est menée au sujet d'actes supposément antisémites sur le campus. Columbia a déjà perdu 400 millions dans la même logique et la Maison-Blanche dit réviser des subsides à hauteur de 9 milliards de dollars accordés à Harvard. Cette offensive contre les universités, justifiée par des accusations d'antisémitisme, a pourtant une ambition plus large. Elle s'en prend aux élites du pays et aux universitaires, souvent classés dans le camp progressiste. Donc, ce qu'on apprend concernant ce projet Esther, c'est que vous avez le gouvernement Trump aujourd'hui qui se mobilise contre les universités. On nous a vendu ça en disant oui, mais en fait, c'est Elon Musk avec son histoire de Doge qui coupe dans les dépenses parce que les gauchistes ont dépensé trop de pognon. Et quand tu creuses un peu, tu comprends qu'il y a une task force dans laquelle a pu participer Benjamin Netanyahou. C'est Le Temps qui nous le dit. Donc tu comprends l'orientation de cette task force. Et c'est cette task force qui donne les orientations pour taper sur les universités. Mais ça n'a rien à voir avec la volonté de faire des économies. C'est juste pour supposément lutter contre des comportements dits antisémites. Donc je vous lis d'autres éléments de l'article pour comprendre l'ampleur quand même de ce qui est fait aux États-Unis actuellement.
Il ne fait pas bon être palestinien ces jours-ci aux États-Unis. Depuis longtemps, un tel pédigré était synonyme d'indifférence. Aujourd'hui, c'est un motif d'expulsion. Il suffit de rappeler le traitement réservé à l'activiste et étudiant de l'Université de Columbia à New York, Mahmoud Khalil, qui étudiait jusqu'à peu à l'école des affaires internationales à l'Alma Mater new-yorkaise. Ce Palestinien né en Syrie croupit aujourd'hui dans un centre de détention en Louisiane, en attente d'être expulsé. Son tort, selon une note de 2 pages du département d'État américain, dont Associated Press a pu obtenir une copie, les activités de l'homme étaient légales, mais, précise le chef de la diplomatie Marco Rubio, le gardé outre-Atlantique saperait la politique américaine visant à combattre l'antisémitisme à travers le monde et aux États-Unis, ainsi que les efforts visant à protéger les étudiants juifs de harcèlement et de violence en Amérique. En résumé, l'activiste Mahmoud Khalil, qui a officialisé comme porte-parole d'un mouvement pro-palestinien sur le campus de Columbia l'an dernier, risque d'être expulsé pour ses convictions. Donc, après je prendrai vos messages pour débattre les amis là-dessus, mais si on résume la situation, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc je pense avoir le mérite au moins de la cohérence. Je vous ai déjà parlé de l'entourage sioniste, de plusieurs membres autour de Donald Trump, et qui justifiait la position de la fameuse Riviera du Moyen-Orient, avec déplacement de population, donc un crime contre l'humanité. Vous avez une politique pro-sioniste américaine et qui ne dérange pas les soutiens de Donald Trump. Parce que Trump, c'est super, donc en fait, on est prêt à mettre de côté tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, si on résume la situation, vous avez des militants, certes pro-palestiniens, mais sauf erreur, c'est pas encore interdit, dont le comportement est jugé légal, je relis, le chef de la diplomatie Marco Rubio a estimé que cela était légal selon une note de 2 pages du département d'État américain. Donc le mec a le droit d'être là, et ce qu'il fait n'est pas interdit. Mais le fait de le maintenir sur le territoire américain irait, je cite à nouveau, contre la politique américaine visant à combattre l'antisémitisme à travers le monde et aux États-Unis, ainsi que les efforts visant à protéger les étudiants juifs. Donc aujourd'hui, vous avez une criminalisation des idées aux États-Unis, au moins sur la question pro-palestinienne. Parce que, qu'on soit très clair et qu'il y ait toutes les nuances possibles, si ce monsieur, donc cet activiste Mahmoud Khalil, si ce monsieur avait, si on lui reprochait des actes illégaux, donc qui outrepassaient la loi, on aurait pu en être scandalisé, mais on aurait pu à la limite comprendre. Or là, vous avez une note du département d'État qui vous dit il n'a rien fait d'illégal. Donc c'est une preuve qu'on le criminalise pour ses idées. Donc aux États-Unis, les pro-Trump qui me disent c'est le retour de la liberté d'expression, eh ben c'est pas si sûr. Et vous voyez, c'est la preuve que j'attendais, parce que c'était trop beau. C'était trop beau que Trump s'entoure d'Elon Musk, qu'on nous dise ça y est, on va faire tomber les gauchias, ça y est, le retour de la liberté d'expression, avec Trump c'est super, on va pouvoir dire des vrais trucs. Et ben vous voyez bien que la liberté d'expression pure et parfaite n'existe pas. Et que ce qui existe, en tout cas dans notre monde contemporain, c'est une liberté d'expression orientée, maîtrisée, dans un enclos, libre d'obéir, pour reprendre le titre de Joan Chapoutot. Donc c'est pareil, la liberté d'expression sous Trump, elle est pleine et entière, tant que vous ne parlez pas de certains sujets, dont la politique pro-sioniste poussée par l'état-major américain. Donc, une fois de plus, pas de jugement moral dans ce que je vous dis. C'est ni bien ni mal. Mais c'est juste un énième exemple de l'aveuglement volontaire des gens qui ont cru Trump en disant « ça y est, on va pouvoir tout dire ». Vous voyez bien que non. Et vous avez aujourd'hui un activiste pro-palestinien, et je le redis parce que c'est très important, dont le comportement est jugé légal, il n'a jamais enfreint la loi, et juste pour ses opinions, ce monsieur va être renvoyé. On va le dégager des États-Unis. Alors, peut-être que ça ne représente qu'un seul monsieur, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que statistiquement, c'est pas grand monde et qu'on va me dire « Rémi, t'es mignon, mais on s'en fout ». En attendant, vous avez un comportement géopolitique sioniste des États-Unis, ce qui ne fait plus aucun doute de par l'entourage américain, l'entourage de Trump au niveau de l'état-major, et vous avez, même s'il ne s'agit que d'un exemple, vous avez une criminalisation des opinions. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et au vu des comportements de l'état-major américain qui va couper dans les dépenses des universités dans le même ordre d'idées, pour ce fameux projet Esther, ben vous voyez bien que ça interroge. Et donc, moi, je suis prêt évidemment à en débattre comme d'habitude, mais je serais curieux d'avoir le point de vue des pro-Trump qui avaient vu en lui le retour de la liberté d'expression aux États-Unis, le respect de ce fameux amendement de la Constitution américaine. Eh ben non. Eh ben en fait, toujours pas. Et que dans nos pays occidentaux, malheureusement, vous avez toujours une liberté d'expression dans un enclos.
Et selon le pouvoir en place, l'enclos va prendre une forme différente. Mais elle sera toujours avec des barrières, cette liberté d'expression. Donc sous Biden, on pouvait pas se foutre de la gueule des trans, des drag queens, LGBT, tout ce que vous voulez. Et bien avec Trump, on peut pas avoir des opinions pro-palestiniennes. On peut pas. Sinon, vous risquez d'être dégagé. Donc, si vous voulez, moi je trouve qu'à un moment donné, une fois de plus, ça fait tomber les dominos des fausses promesses de Donald Trump. Laissons le temps. On va me dire, oui, mais en fait, Rémi, tu comprends, il faut attendre, il ne peut pas tout régler d'un coup. En attendant, sur la question de la liberté d'expression, non seulement Trump n'a pas réglé le problème véritablement d'un retour d'une liberté d'expression pure et parfaite, mais il démontre même l'inverse, il en a créé un nouveau avec cette criminalisation des opinions pro-palestiniennes. Donc je voulais absolument vous parler de ça, les amis, de ce projet Esther. Je vous le redis, la référence, donc c'est dans le journal Le Temps, journal suisse du 15 avril 2025, un article très intéressant qui fait un très bon boulot. Je vous donne le lien dans le chat si vous voulez le retrouver, évidemment, comme ça vous pouvez vérifier par vous-même. Ce fameux projet Esther qui est peut-être la première pierre d'une criminalisation des opinions pro-palestiniennes aux États-Unis, ce qui est peut-être la première pierre d'une criminalisation d'autres opinions. Il faut être prudent, il faut voir ce qui va devenir après ça. Et ce qui est surtout la matérialisation d'une politique sioniste autour de Donald Trump. En témoigne déjà son gendre, en vérité, on l'avait déjà dit, mais il faut le rappeler, c'est quand même très intéressant. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, magnat de l'immobilier, et qui a des enjeux immobiliers du côté du Moyen-Orient, du côté d'Israël. Donc, c'est toujours la même réflexion. Moi, je suis chez Juste Mieux. Donc, j'essaie d'être cohérent, de vous dire, je vous donne les faits, questionnons la manière avec laquelle on les regarde. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, j'en ai absolument rien à cirer. Mais si le gendre de Joe Biden, d'ailleurs, quand le fils de Joe Biden faisait des affaires en Ukraine, dans des contextes différents, on est complètement d'accord, ça ne sont pas les mêmes affaires, ça ne sont peut-être pas les mêmes montants, pas de problème. Mais quand le fils de Joe Biden faisait des dingueries en Ukraine, les pro-Trump disaient « il faut une enquête, c'est scandaleux, conflit d'intérêts, délit d'initié, tout ce que vous voulez ». Et là, c'est marrant, parce que quand Jared Kushner fait des affaires immobilières en Israël, voire qu'il envisage des affaires sur la récupération de certains pans du territoire palestinien, les pro-Trump, on ne les entend pas. C'est rigolo. C'est rigolo. Et ce que je questionne, c'est ça. C'est le manque d'honnêteté intellectuelle, à mon avis, sur ce genre de situation, parce que si on transpose, les pro-Trump auraient hurlé si Biden avait fait ça. Et là, en l'occurrence, on ne hurle pas. Et ça, c'est ce que je vise dans le travail de Juste Milieu, c'est de mettre en lumière ces contradictions, et qui sont des contradictions idéologiques et qui démontrent en fait toute la supercherie de certaines de nos positions. Et c'est pas grave, l'homme est fait de contradictions. Donc ce projet Esther nous démontre une fois de plus la prudence nécessaire qu'il fallait, qu'il faut et qu'il faudra, à mon avis, au sujet de l'exercice du pouvoir de Donald Trump. On est très loin du gentil monsieur qui va sauver la comté, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Trump n'est pas Aragorn. Je vous dis pas qu'il est Sauron, mais je vous dis juste qu'il faut se méfier. Voilà, il est peut-être Saruman, tu vois, d'un côté, de l'autre. Voilà, pour la petite métaphore, Seigneur des Anneaux.